L'Europe franchit le pas, l'Europe surmonte un peu sa peur et monte d'un cran contre la Russie dans la guerre. Pour la première fois depuis l'invasion russe, l'Europe livre des chars. L'Europe livre donc cette arme offensive, cette arme d'attaque très emblématique que sont les chars. La République tchèque, plus précisément, devient le premier pays de l'OTAN à livrer des chars et le revendique. Alors est-ce une juste décision ? Peut-elle, cette décision, faire pencher l'équilibre des forces actuellement, ou bien est-ce imprudent, comme le disent certains, parce que la Russie, à plusieurs reprises, a indiqué que ce type d'arme ferait, à ses yeux, des pays qui la livreraient des belligérants. La Russie l'a dit, et pendant longtemps, on la craint. Et ça y est, l'Europe franchit le pas. Alors, on en discute ce soir avec autour de la table François Hesbourg. Bonsoir François, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de ce livre. On le dit à chaque fois, mais c'est un livre prémonitoire, Le retour de la guerre aux éditions Odile Jacob. Il est sorti en octobre dernier. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir également Elsa Vidal. Bonsoir Elsa, chef de la rédaction russe de RFI. Diplômée de russe et de relations internationales. Vous avez été directrice du bureau Europe et ex-URSS de Reporters sans frontières de 2006 à 2011. Et puis je le disais, la particularité, c'est que au-delà de votre casquette de journaliste, vous êtes aussi considérée comme une experte par plusieurs organismes internationaux et en particulier Human Rights Watch. Ah non, pour le HCR. Non, le HCR. J'adorerais être chez Human Rights Watch. Le Haut Commissariat aux réfugiés. Oui. Avec nous également le général Dominique Trinquant. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et avec nous Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Grand reporter et essayiste, votre longue expérience de ces conflits nous a été précieuse plus d'une fois. D'abord, qu'en est-il de ces chars, premiers chars livrés par l'Europe à l'armée ukrainienne? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky, parce que le président ukrainien, quasiment à chaque fois qu'il a la parole, en s'adressant à un parlement européen ou occidental, il fait état de cette revendication dès le départ de l'Ukraine. Livrez-nous des chars, livrez-nous des avions, mais livrez-nous des chars aussi, écoutez. Ціна цієї безпеки – це дуже конкретно. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів. Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків, 1% від усіх ваших танків, 1%. Ми не можемо це просто купити. Voilà. Donc ça y est, qui a réalisé ce montage? Charlotte Sauvaget. Donc ça y est, l'Europe franchit en partie le pas. Les premiers chars arrivent en Ukraine. Oui, l'Europe franchit une marche, Justine. Exactement, la grande vedette du jour, si on peut le dire comme ça, c'est le T-72M. Il fait quasiment 10 mètres de long, il peut transporter 3 soldats, il pèse 40 tonnes, il peut lancer des obus capables de perforer le blindage d'un char Abrams, ce sont les chars américains. Et il a aussi 2 mitrailleuses lourdes, vitesse maximale en tout terrain, 45 km/h. Et l'ironie de cette histoire, c'est que ces chars sont de conception russe. Ils ont largement équipé l'armée rouge pendant la guerre froide, l'armée irakienne lors de la guerre du Golfe en 91, l'armée israélienne en 82 lors de l'invasion du Liban. Et plus récemment, on les a aussi vus en Syrie. Et en l'occurrence, ceux qui sont livrés à l'Ukraine, ils ont appartenu à l'Allemagne après la réunification, avant d'être vendus à la Suède, puis à une entreprise privée tchèque à laquelle le gouvernement tchèque a réussi à les racheter la semaine dernière. Combien de ces chars, Justine, vont être livrés à l'armée ukrainienne? Pour ce premier convoi, il y en a eu 12, mais au total, il devrait y en avoir 58. Ils ont été chargés sur ce train que vous voyez passer vraisemblablement par la Pologne dans la nuit jusqu'en Ukraine. Et le lieu où ils ont été réceptionnés n'est évidemment pas précisé. La République tchèque fait-elle cavalier seul en livrant ces chars? Autrement dit, est-elle isolée?
Eh bien, en vérité, de plus en plus de pays sont acquis à cette idée de livrer des chars aux Ukrainiens. De toute évidence, le parrain de l'OTAN, les États-Unis, a donné son aval. C'est ce qu'affirme en tout cas cet article du New York Times. Idem pour l'Allemagne, qui a accepté la semaine dernière d'envoyer 56 chars de combat en Ukraine. Décision prise donc après concertation avec les alliés de l'OTAN. Cela dit, les Tchèques sont les seuls à revendiquer ces livraisons, à les assumer. Voilà ce qu'a déclaré la ministre tchèque de la Défense. Croyez-moi, nous envoyons du matériel militaire essentiel à nos amis ukrainiens et nous continuerons à le faire. Alors comment réagissent les Russes? Évidemment, on s'interroge sur la réaction russe à cette forme d'aide occidentale. Eh bien, c'est toute la question parce que jusqu'à présent, les Occidentaux se contentaient d'armes défensives, les fameux missiles anti-chars, des missiles air-sol, mais également des munitions. Et ils craignaient justement d'aller au-delà parce que les Russes les menaçaient en cas de livraison de ces armes offensives, notamment par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Écoutez, c'était le 12 mars. В ближайшие дни соответствующие объемные материалы будут опубликованы, что называется, в продолжение. Eh bien, pour l'instant, les Russes restent silencieux. Pour le moment, ils n'ont pas réagi. Mais le rapport de force, effectivement, avance d'un cran et à l'initiative de l'Occident. Et bien sûr, chacun en mémoire, ces bombardements, c'était le 13 mars sur une base ukrainienne toute proche de la frontière polonaise, à Yavoriv, base qui abritait du matériel fourni par l'Occident. Merci, Justine. François Hesbourg, alors on va reparler peut-être de cette réaction ou de cette absence pour l'instant de réaction russe. Est-ce que vous dites c'est la bonne décision ou est-ce que vous dites comme certains, attention on risque d'aller trop loin, l'ours russe risque de se réveiller et de nous considérer comme des belligérants? Oui, alors il y a deux observations. La première, c'est que les plus importants fournisseurs de T-72 à l'Ukraine au cours des 5 dernières semaines, c'était la Russie elle-même, puisque les Ukrainiens en ont capturé quand même un nombre considérable. Donc il y a quelques reproches à faire aussi au Kremlin. Il faut peut-être punir le président russe pour avoir permis cette chose de se faire. La deuxième observation, peut-être un peu plus sérieuse, c'est que l'Ukraine, avant la guerre, avait une armée normale avec des chars d'assaut, des avions, des missiles anti-navires, enfin les choses que demande aujourd'hui Zelensky. Personne ne disait que cette armée allait provoquer en soi une escalade sous prétexte que les chars, c'est plus offensif que les engins anti-chars. L'Ukraine avait 858 chars de combat. Personne ne disait, mais c'est un scandale, comment les Ukrainiens peuvent-ils avoir 858 chars de combat? Ils en ont perdu beaucoup, comme les Russes, mais un peu moins quand même. Et il faut les remplacer. Dès lors qu'on est dans une logique de fourniture à l'Ukraine de ce qu'elle possédait avant la guerre, il est très très difficile d'en faire un casus belli. Même l'ours russe déchaîné aurait du mal à faire cette démonstration-là, et certainement pas en droit international, parce qu'on est parfaitement fondé, dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, d'aider un pays ami à se défendre en lui livrant des armes. On n'est pas du tout dans le déraisonnable, on est au contraire dans l'absolument nécessaire. Alors on a été trop craintifs. Les Américains ont été trop craintifs, parce qu'au départ, c'était les Américains, et je me méfie beaucoup, parce qu'ils avaient déjà fait une déclaration il y a un mois pour dire « nous allons aider à livrer des avions de combat », puis 15 jours après, ils ont dit « oh ben non, finalement, ça provoque un risque d'escalade », puis ils ont dit « ah oui, on va aider la Slovaquie à livrer des armes anti-aériennes moyenne longue portée », et puis, 15 jours plus tard, les Américains disent « non, ben non, finalement, on va pas... » Alors, quand les Américains disent « on va aider les uns et les autres à livrer des chars de combat T-72 », je demande à voir ça au résultat. Bon, là, le convoi, oui, là, côté tchèque, il est parti. Voilà, il n'y en a que 12 pour l'instant. Alors, vous disiez, c'est un chiffre intéressant. S'il y en avait 850, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffre sur les pertes ukrainiennes. On n'a pas de chiffre. Non, on en a peu. Et il faut ajouter que... au sein des pays européens de l'OTAN, il y a aujourd'hui, aux dernières nouvelles, 548 T-72, qui sont donc des chars que les Ukrainiens connaissent bien, ils savent les entretenir, ils savent les manipuler. Donc si l'ensemble des pays concernés livraient ces chars de combat à l'Ukraine, ce serait une modification très sérieuse de la capacité de combat ukrainienne qui voudrait quand même libérer son sol de l'occupant.
ce qui est quand même un objectif un tout petit peu légitime. Alors, question proprement militaire, Général Trinquant, justement, dans cette guerre-là, le char, c'est une arme essentielle ou c'est pas forcément ça qui peut faire la différence du côté ukrainien? Non, non, c'est une arme importante. Ils le demandent pour remplacer, effectivement, parce qu'ils en ont perdu. Sur le train, je constatais qu'il n'y avait pas que des chars, il y avait des BMP aussi, qui sont les transports de troupes, les véhicules de combat d'infanterie. Il y avait aussi, j'ai aperçu un véhicule anti-aérien. Donc il y a tous ces matériels-là. Le point important, c'est effectivement de livrer du matériel dont les Ukrainiens sont capables de se servir tout de suite. Donc ce sont d'anciens matériels soviétiques qui sont détenus par les pays qu'on appelle les pays de l'Est, qui en avaient, qui cherchent à les remplacer d'ailleurs. Donc pour eux, c'est une bonne occasion de les remplacer, parce qu'une fois qu'ils vont les livrer... En plus, alors s'ils font une bonne opération commerciale... Non, mais si vous voulez, c'est un peu ce que les Américains avaient proposé à propos des MiG-29. Donnez des MiG-29, on vous donne des F-16 à la place. On n'a pas osé le faire. On n'ose pas le faire. Non. Alors d'ailleurs, c'est un point, pardonnez-moi, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François Hesbourg, parce que si l'article 51 s'applique pour les chars et les véhicules blindés, pourquoi il ne s'applique pas pour les avions et la no-fly zone? Parce que d'une certaine façon, on viendrait en secours. Alors la no-fly zone, ça c'est carrément des avions occidentaux qui viendraient la faire respecter, donc ils seraient en territoire ukrainien. On peut considérer que c'est belligérant. Je rappelle que l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est l'autorisation de se défendre quand on est attaqué. Et un pays peut vous aider à vous défendre quand vous êtes attaqué. Donc la no-fly zone pourrait très bien s'appliquer suivant la ligne de l'article 51. Oui, mais Dominique, si un avion russe vient descendre un avion américain, allemand, français qui fait respecter la zone, de fait, là on est en guerre. Non mais pardonnez-moi, ma contestation est juste sur l'application de l'article 51. Oui. Pour le reste, il est vrai qu'on tâtonne. Jusqu'où Poutine va accepter qu'on s'engage? C'est lui en fait qui détient la clé de la ligne rouge. Donc c'est ça. Alors au bout de 5 semaines de combat, on se dit, bon, on peut y aller. Quels sont les éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui on peut y aller? Je ne sais pas. On est peut-être en train de tester là jusqu'où on peut aller. Voilà. Pour vous, il fallait y aller. Mais je pense qu'il y a un moment, si vous voulez, en plus, tactiquement, là, les Russes sont en train de se concentrer sur le Donbass. Kiev dit, moi, si j'ai besoin de me défendre sur cette ligne-là, j'ai besoin de lourd. Je n'ai pas besoin simplement de missiles qui vont empêcher les chars d'avancer. Il va me falloir du lourd. D'ailleurs, il spécifie aussi de l'artillerie, parce qu'ils avaient beaucoup d'artillerie, ils ont perdu beaucoup d'artillerie. Et sur cette guerre, il va être une guerre beaucoup plus lente, parce que c'est face aux forces ukrainiennes qui sont parfaitement préparées, enterrées depuis 8 ans, que les Russes vont attaquer. Et donc là, les Ukrainiens ont besoin de renforts face à l'effort principal russe. Donc il est assez logique que ça arrive maintenant. Il fallait y aller, Elsa Vidal?